Bonjour Philippe, aujourd'hui on est dans votre atelier. Bonjour. On s'est rencontrés à Bijorka. Je suis très fan de ce que vous faites et j'ai eu l'occasion de vous rencontrer. On a échangé énormément, on a parlé, c'était très agréable. Vous m'avez présenté vos collections. Là on est dans un environnement professionnel de votre atelier. On voit des bijoux partout, on voit des livres partout. On a une salle qui est gigantesque, même avec de très beaux perroquets. Donc, je vous laisse présenter un petit peu la maison. Oui, la maison, en tout cas, le lieu dans lequel nous travaillons est un lieu où il y a effectivement l'atelier, c'est-à-dire l'endroit où nous fabriquons les produits, mais aussi un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Il y a un bureau, il y a un salon, il y a des endroits où on peut être confortablement installé pour pouvoir créer, rêver. Et c'est très important pour moi. Je ne peux pas travailler dans un univers qui ne correspond pas à mes codes esthétiques, même si ceux-ci ne sont pas fixes et varient et changent. Voilà. Et il faut que ce soit ordonné par couleur, ordonné par matière aussi. C'est très important pour moi qu'il y ait un peu d'ordre autour de moi pour travailler, parce que sinon, j'y arrive pas. J'ai besoin de calme, d'ordre et de vide un peu aussi, parce que je me rends compte que je fais partie des créatifs qui ont besoin de travailler avec un peu de méthode. Je ne suis pas quelqu'un qui aime bosser dans l'urgence, même si j'y arrive. Et je ne suis pas quelqu'un qui aime bosser dans le désordre. Voilà. Je parlais de Karl Lagerfeld, on a vu des photos de lui sur un bureau avec des montagnes de papier. Je ne sais pas comment il s'y retrouvait. Pour moi, c'est la panique totale. Je suis incapable d'avoir une idée. Dans ce cas-là, il faut que... D'ailleurs, mon assistante me dit toujours quand elle me voit faire du rangement, « Ah, tu vas créer. » Ben voilà, c'est comme ça. Ça, c'est le mode de fonctionnement. Voilà. La maison, elle existe depuis combien de temps? En fait, j'ai fait mes premières collections en 86-87. De façon un peu balbutiante. Et puis la société, je l'ai créée dans les années 90. Voilà, donc au départ j'étais artisan, parce que j'ai des formules, je dirais, techniques. Et ensuite on s'est mis en SARL dans les années 90. Mais enfin, on va dire que je crée depuis 86 des bijoux sous ma marque. Parfait. J'ai lu le livre, Philippe Ferrandis, Parurie à Paris. J'ai adoré. Parce que l'univers est très riche. Et j'ai aimé une phrase qui est dans ce livre qui m'a interpellée tout de suite, c'était « Suis-je un artiste ou suis-je un artisan ?» C'est quoi? Et le positionnement, il n'est pas facile. Et comment vous arrivez à... Alors, je me suis souvent posé la question, parce que même quand on ne la pose pas, les gens vous la ramènent perpétuellement... en me disant, finalement, vous êtes un artiste. Moi, j'ai pas le sentiment d'être un artiste pour deux raisons. Parce que mon père est un artiste. Donc, oui, je l'ai vu faire. J'ai vu tailler ses matières, son bois, sa peinture, etc. Avec une liberté de contingence que je n'ai pas, parce qu'il faut qu'on mange, tous, surtout mon équipe. Voilà, quand on est seul encore, on peut peut-être essayer d'avoir une sorte de cette liberté. C'est un peu ce manque, je dirais, de liberté par rapport à la création que je déplore, et c'est la raison pour laquelle je ne me sens pas forcément être à 100% un artiste. Après, je me dis que je suis un artiste du dimanche, c'est-à-dire que je pose mes jalons artistiques et je les mets au service de mon artisanat. Et surtout aussi, je pense qu'un artiste ou un artisan ont un fil commun, c'est la culture, sauf quand on fait de l'art brut, mais ce n'est pas notre cas. On a des références permanentes sur ce qui a été fait et ce qui se fait. Donc on a besoin d'avoir une culture pour alimenter son art, quel qu'il soit. Et là, ça part dans des domaines très variés qui sont la mode, évidemment, parce qu'on est proche de ce secteur, mais bien sûr l'architecture et l'art sous toutes ses formes, la culture en général, oui, ça ouvre, la civilisation, le cinéma, enfin bon voilà. Donc en plus c'est des modes de fonctionnement intéressants parce que c'est un peu illimité, c'est sans fin et on trouve, si on est curieux, plein de choses à exploiter. Voilà.
comme font tous les artistes de la mode. Je dis les artistes de la mode parce que au départ, effectivement, il y a une idée de liberté à laquelle on s'accroche. Elle est présente, cette liberté dans le fait de dessiner, de concevoir, d'être pas, oui, dans une mode, mais d'y amener quelque chose. Oui, c'est amusant parce que moi, je me suis jamais préoccupé des cahiers de tendance, toutes ces choses-là que les gens nous bassinent sans arrêt. Les grandes réunions, les grandes lignes de couleurs qu'il faut faire par saison, etc. Alors, je les regarde de loin. Généralement, c'est trop tard d'ailleurs parce que la collection est faite quand les tendances sortent en boutique. Mais depuis quelques années, je jette un œil quand même parce que je trouve ça intéressant, parce que leur démarche est intéressante, parce que c'est une sorte de vision des goûts de l'avenir. Je ne suis pas toujours d'accord, mais en fait, j'ai toujours travaillé de façon complètement autodidacte, et il se trouve que, d'une façon générale... Ça permet de durer aussi. Peut-être, oui, mais en tout cas, de façon générale, on n'est jamais vraiment tombé à côté. Donc, voilà. Et comme on a des produits et des collections qui sont quand même fortes en style, on va dire, mais on trouve toujours une cliente à qui ça plaît. Beaucoup, d'après ce que j'ai vu. Moi, j'aimerais qu'on puisse définir un petit peu le style des bijoux, même si c'est presque une épreuve, parce que tout ce que je vois, c'est vaste, c'est large. Il y a peut-être un style, mais il y a des styles. Oui, je pense que c'est un peu le piège dans lequel je suis tombé avec bonheur, c'est que, comme je viens de le dire, je suis un amoureux de l'art et de la culture, donc forcément, je ne peux pas me cantonner sur une histoire. Alors, en fait, j'ai articulé toutes ces envies que j'ai eues de faire des produits, des bijoux qui soient différents, des objets qui soient différents, par une colonne vertébrale, un lien commun qui était effectivement la délicatesse, peut-être le côté technique et précieux, la qualité aussi, ce sont des choses qui sont importantes, plus que le look lui-même de l'objet ou le style qui peut évoluer. J'ai fait des choses très contemporaines, des choses très pures, très abstraites, j'ai fait des choses très baroques, j'ai fait des choses florales, animales, végétales, architecturales. Non mais bien sûr, donc forcément, voilà. Je pense que c'est un peu un piège aussi parce qu'en fait les gens me disent toujours « Ah mais alors, mais c'est quoi ?» Alors on vous reconnaît, puis en même temps, bah ouais, bon, c'est comme ça. Oui, mais c'est vrai que ça permet le renouveau, et ça, pour vous, c'est indispensable, ça vous nourrit, de différencier, de diversifier le style. Oui, aussi. Oui. Je ne suis pas fanat des monocréations en plus, parce qu'on s'ennuie au bout d'un moment. C'est dans ce sens-là que je me sens plus proche, comme je le disais, d'un créatif comme Karl Lagerfeld que d'un créatif comme Saint-Laurent, par exemple, même si j'adore leur univers. Parce que je suis plus à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur, que je régurgite et que je ressors à ma sauce, plus que mes introspections internes. Voilà, donc je ne suis pas un grand solitaire qui va se noyer dans l'alcool, la drogue et la poésie. Je préfère prendre l'air du temps dehors, voyager, regarder ce qui se passe, et tout est inspirant en fait. Ça peut être une nature. Je dis toujours une bouche d'égout parce que les gens ça dingue. Est-ce que vous avez vu les bouches d'égout dans Paris? Non, personne ne fait attention aux bouches d'égout. Peut-être que j'ai pas assez bien regardé. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a beaucoup de décors qui rattrapent toutes les histoires. Et en fait, c'est très amusant de voir les décors, les styles, le travail du métal sur une bouche d'égout. Bah oui, regardez les bouches d'égout. C'est ça, mais peut-être que c'est le regard aussi que l'on porte sur les choses qui fait la différence. Qui fait que tout d'un coup, vous y voyez des merveilles, vous y voyez un style, vous y voyez quelque chose, et que vous pouvez après le transposer autrement et le mettre dans vos bijoux. Parce que là, moi, de ce que je viens de voir, il y a une équipe importante. En bas, il y a des ateliers. On est vraiment dans un atelier de joaillerie. Alors, on va parler un petit peu de cette ambiance d'atelier, mais on va surtout parler de comment est-ce qu'on différencie, comment on identifie un bijou haute fantaisie, parce que c'est ça qui est intéressant. Quand moi je vois, par exemple, le bestiaire que vous avez, il est impressionnant. Il me ramène des années dans un style que je connais bien de maison. Bien sûr. Ouais, je comprends ce que vous dites.
Alors là, je vais être cash, je vais être sans filtre. Il faut. Bien sûr. Tant Oui. pis, certains On a diront, des mais choses à quel se dire. prétentieux ce garçon, ou alors il est con, je sais pas. Enfin, c'est pas l'important, je m'en fiche. J'ai passé l'âge de me faire du souci sur ce qu'on pense de moi, donc je veux dire ce que je pense. Parce que j'ai bien réfléchi, ça fait 30 ans que j'y pense. Vous êtes au point là-dessus. À ce sujet. Visiblement. Bon, c'est vrai que quand François Lesage un jour m'a dit, quand j'avais présenté une collection, ah mais dis donc, tu travailles comme un parurier. Je lui dis un quoi? Elle me dit oui, finalement tu es un des derniers paruriers parisiens. C'est un joli mot ça. Alors oui, mais c'est un mot que je comprenais vaguement, parce que j'avais une idée, mais j'ai compris ce que ça voulait dire en fait. Et lui c'était un brodeur, et il faisait partie la petite dizaine de métiers dont la moitié sont oubliés, qui étaient des métiers qui étaient liés à l'art de la mode et à la couture. Il y avait le brodeur, il y avait le plumassier, il y avait, j'ai oublié le nom, la personne qui fabrique les fleurs embossées en tissu. Oui. Voilà. Je sais pas. Il y avait bien sûr le modiste qui faisait les feutres et les chapeaux, il y avait les gantiers, il y avait tout ce qui venait autour finalement du vêtement pour arriver en accessoires, etc. Et le parurier au départ, dans les années 1900-1910, c'était celui qui fabriquait surtout des boutons en métal, des boucles de ceinture, etc. Parce que les bijoux fantaisie, c'est-à-dire pas faits d'or et de pierres précieuses, n'étaient pas dans les collections des créateurs de mode. Les colifichets, entre guillemets, sont arrivés dans les années 10-15 et c'est Gabriel Chanel qui a mis vraiment le bijou fantaisie à l'honneur de façon, je dirais presque un peu vicieuse parce qu'elle l'a mélangé avec des vrais bijoux. C'est-à-dire qu'elle a jeté le trouble et la confusion, et je trouve ça plutôt drôle avec du recul, et surtout c'était ça la modernité, et c'était ça l'audace, parce qu'en fait, le côté très décomplexé qu'elle pouvait avoir sur la valeur des choses, a priori, on va dire, voilà. C'est-à-dire que quoi de plus vulgaire que de regarder la valeur intrinsèque de quelque chose, finalement, plutôt que sa valeur artistique, sa valeur créative, son trait, sa ligne. Donc, j'adore les jolies choses et les matières naturelles et les pierres, etc. Je ne suis pas insensible à un beau diamant, mais ça m'ennuie d'un moment si on n'en fait rien d'intéressant. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, la définition pour moi de ce métier, je l'ai vue. Et quand je suis arrivé dans ce métier dans les années 90, c'était une autre époque. Tout était possible. Il y avait des tas de créateurs absolument incroyables. C'était une explosion parce qu'on était dans une époque et sociale et économique qui permettait une espèce de folie, une abondance. Aujourd'hui, on dirait du bling-bling, mais en fait, ça ne correspond pas à ce look de l'époque. Mais il y avait ce côté très assumé de l'exagération, etc., et qui était aussi lié au côté festif, un peu plus de la vie. Ça, malheureusement, c'est peut-être le caractère le plus dommage que je trouve qu'on ait perdu, ce côté festif. Ça s'explique pour des raisons économiques, pour des raisons de crise internationale, pour des raisons de santé. Le sida est arrivé, enfin bon, il y a eu plein de crises qui font que les gens se sont dit, ouh là là, peut-être moins faire la fête, ou différemment. J'ai eu la chance de connaître ces années-là et de faire des choses, et de voir des créateurs qui ont fait des trucs absolument incroyables. Mais on vendait des choses absolument dingues, des boucles d'oreilles qui étaient des véritables soucoupes volantes. Des chandeliers. Des chandeliers, des choses qui étaient très drôles, et les gens portaient ça avec des complexions. Il y avait humour, et il y avait quelque chose de fun, et il y avait un vrai... il y avait beaucoup. Et d'ailleurs, ça se sentait, parce qu'il y avait énormément de créateurs de cette époque-là. D'ailleurs, avec la chambre syndicale dont je fais partie, j'ai un projet pour essayer de retrouver tous ces gens et d'en parler, parce que il n'y a pas vraiment quelque chose qui existe sur la bijouterie fantaisie française. Voilà. Alors maintenant, pour revenir à notre sujet, la bijouterie fantaisie, la joaillerie, voilà. Moi, quand je dis que je suis parurier, c'est parce que je travaille de la bijouterie fantaisie avec des matières pauvres, entre guillemets, qui ne sont pas précieuses. Ce ne sont pas de l'or, des diamants et des pierres précieuses, mais ça reste des matières nobles quand même. Il y a du travail bien sûr, mais au-delà de ça, il y a des matières nobles, des pierres, des céramiques, des pâtes de verre faites à la main, du travail sur le bois, des résines sculptées, etc. C'est ça qui est intéressant, c'est la main de l'homme qui transforme tout ça et qui donne des matières qui sont intéressantes, belles, colorées, etc.
La décomplexion, elle est aussi sur le fait que, du coup, on peut tout se permettre. Donc, en volume, en quantité, parce qu'au départ, on a des matières qui sont a priori abordables. Voilà. Et j'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, la joaillerie contemporaine, classique mais contemporaine, fait appel à des créateurs qui viennent de cet univers-là. J'ai connu Victoire de Castellane quand elle était créatrice de bijoux fantasy chez Chanel. Et on a fait appel à son œil parce que justement, elle a ce côté décomplexé pour pouvoir créer une joaillerie nouvelle et décomplexée. Qui amène un peu de fun, qui amène du fun, etc. Voilà. Lorenz Bomer, je l'ai connu quand il a démarré, c'était de la bijouterie fantasy. Donc c'était pas un passage obligé, mais je trouve que c'est plus amusant d'avoir ce côté, oui, je dis toujours décomplexé parce que c'est ça en fait. De ne pas être enfermé dans un carcan qui est la joaillerie, qui est très... Voilà, c'est-à-dire qu'on a deux pierres incroyables et il faut tourner autour pour faire des choses. Alors, moi je suis fan de la joaillerie contemporaine actuelle. Je trouve qu'il y a des maisons qui font des choses absolument incroyables. C'est un autre métier. Parce que c'est un autre budget aussi, on y passe le temps qu'on veut, c'est un peu plus important, c'est un autre métier. Moi, je m'adresse plus à des gens de la mode qui ont envie d'avoir des jolis bijoux qui claquent, quoi. Mais en fait, c'est amusant parce que je me rends compte à travers notre réseau de boutiques et de clientes que nos clientes ont de la joaillerie, vraiment. Mais que pour l'un n'est pas incompatible absolument avec l'autre, c'est presque un choix différent. Oui. Ou de choix de vie, ou de portée, ou d'ambiance d'une soirée, d'une journée, des choses comme ça. Oui, je pense que dès l'instant où on a ce choix-là, on le vit bien. Après, on sort avec ce que l'on a envie qui brille et qui pète les yeux, c'est super, mais on a aussi envie de porter quelque chose dans lequel on s'identifie à un bijou qui a un peu plus de volume, qui a un peu plus de couleur, qui amène une patte, une identité. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'après, il faut trouver sa place. Moi, je crois que... Bon, hélas, j'aime le beau. Oui, ça se voit. Bon. Il y a l'œil. Oui. Et en fait, je suis sur ce fil où il faut que ça reste qualitatif, même si c'est simple. Même si c'est pas très gros, même si c'est simple, il faut que ça reste qualitatif. Parce qu'on on doit se sentir bien avec ce qu'on porte. Et moi, je me sentirais pas bien si je devais porter quelque chose qui était mal conçu, mal fichu. Oui, j'ai vu ce matin. J'essaie de trouver des choses qui parlent, qui racontent une histoire toute seule, visuellement, avec leur matière, leur couleur, etc. Et après, il faut que les montages, il faut que les finitions, il faut que tout ça soit fait de façon assez chic, en fait. Parce qu'on s'adresse je souhaite en tout cas m'adresser à des femmes qui ont des références de vie, intellectuelles, culturelles, littéraires, qui font qu'elles vont comprendre quelque chose avec facilité. Voilà. Alors, quand je dis ça, c'est très prétentieux parce qu'on va dire, ah oui, bah, elle crache dans la soupe. Ben oui, bah non, bah voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est pas voilà. Cracher dans la soupe? Non, mais je sais pas. De dire qu'on veut des choses que des femmes portent et que ce soit bien réalisé. J'ai vu votre œil là ce matin en passant dans votre atelier. Vous avez repéré tout de suite les choses qui vous allaient et qui vous allaient pas. Donc vous êtes déjà très exigeant par rapport au travail que vous demandez et les femmes peut-être ont cette exigence et attendent de ça de vous. Encore, oui, voilà. plus encore. Et de se dire, c'est peut-être une fantaisie, une haute fantaisie. Mais je ne lui enlève rien de ce qu'elle doit être. Et vous, votre positionnement, il est très haut. En fait, il est très haut, oui, parce que c'est ma vision des choses et c'est ma personnalité. Quand j'étais ado, j'adorais bouger, je faisais de la danse. Et alors, un jour, on m'a inscrit au conservatoire. Alors, j'étais super intéressé parce que pour moi, danser, c'était un truc de dingue. Et comme j'étais très souple, parce que je faisais du yoga avec ma maman depuis toujours, ma prof de danse m'a tout de suite fait passer dans une classe supérieure. Parce que je pouvais monter les jambes, m'avait fait le pied à la barre, etc. Et tout de suite, je me suis mis à gigoter, etc. Et c'était une prof absolument incroyable. Et il me dit, vous voulez faire quoi? Alors, je voulais danser du moderne jazz, etc. Et elle m'a dit, vous danserez tout ce que vous voudrez quand vous aurez appris les bases. C'est ça. Et c'est resté parce que je me suis dit qu'aujourd'hui, pour faire un bijou, il faut quelques bases quand même. Enfin, dans la vie, il faut des bases pour faire quelque chose de bien. Bon.
Je dis ça parce que, et encore, on va dire quel prétentieux, il y a tellement de créateurs, entre guillemets, qui enfilent des boules sur un fil, mais c'est pas ça faire un bijou. Il y a quand même des bases minimum pour savoir, ne serait-ce que comment placer un fermoir pour pas qu'il gêne, enfin des choses simples. Équilibrer un bijou, comme je le vois là avec la salamandre, ça s'invente pas. Voilà, donc, et pour revenir au cœur de la conversation, on parle de fantaisie, de haute fantaisie. Je pense que tout simplement, j'essaie de mettre l'accent sur la qualité d'exécution. C'est peut-être ça qui fait qu'on dit que je suis de haute fantaisie. Parce que forcément, c'est du temps. Donc forcément, c'est des heures. Et forcément, c'est de l'argent. Donc forcément, c'est plus cher. On va dire que la c'est moyenne. Le roulement normal. Voilà. Mais on s'y retrouve, en fait. C'est-à-dire que, quand je dis qu'on s'y retrouve, parce que ça fait quand même 30 ans, plus de 30 ans que j'en vends. Ça fait 15-18 ans qu'on a des boutiques, donc on a vraiment des clients qui ont acheté beaucoup de choses. Et quelquefois, quand je vois retourner à l'atelier, des réparations, des enfilages, etc., je me dis, tiens, ça va pas trop bouger. Et les clientes me le disent, ça ne bouge pas, on n'a pas de problème. Ouais. Et moi, c'est ça qui me fait plaisir, c'est de me dire que mes clientes, de temps en temps, elles ont porté un truc qu'elles ont adoré, elles l'ont oublié, elles le retrouvent, elles le reportent. Et elles me le disent, hein, je n'invente pas, ça c'est un truc très... Je fais le perroquet. Mes clientes me disent, on a plaisir à reporter vos pièces parce que finalement elles durent et c'est sympa. Parce qu'elles ont leur propre identité aussi. Elles ne suivent pas forcément une mode, donc on peut facilement la remettre, la porter, la laisser de côté de temps en temps parce qu'on se lasse d'un motif, d'une couleur, et puis la redécouvrir plus tard, c'est ça aussi. On va parler des boutiques parce que ça c'est extraordinaire d'avoir un atelier, des boutiques. Combien il y en a dans Paris ? Aujourd'hui, nous avons 3 boutiques principales. Ça, c'est extraordinaire. Voilà. Parce que c'est un travail... Très différentes, qu'on a travaillé de façon très différente. Et là, ça va être le chef d'entreprise qui va prendre la parole. On a travaillé de façon très différente. On en a une petite qui est bien placée, qui est rue Saint-Honoré, mais qui est toute petite, qui s'appelle L'Écrin, dans laquelle on n'a pas la place de mettre toute la collection, parce que les collections sont très importantes chez nous. On fait 2 collections par an, été-hiver, et dans chaque collection, il y a une dizaine de thèmes. On en parlera plus tard. Donc là, j'ai pas tout. En revanche, on y met beaucoup de pièces exceptionnelles, beaucoup de pièces uniques, etc. Grâce à la situation. Le spot. Voilà. Carré magique. Voilà. Ensuite, nous avons une boutique près du Bon Marché, c'est rue de Babylone, qui est une boutique entre guillemets plus commerciale, où on y trouve un peu les entrées de gamme de la maison, parce qu'on fait beaucoup de boucles d'oreilles et on tient vraiment à ce que tout le monde puisse acheter une paire de boucles d'oreilles chez nous. C'est ce qu'on vend le plus en quantité, forcément, parce que c'est le panier moyen en termes de prix, c'est moins cher qu'un collier quand même. Et puis c'est plus facile à porter. Donc on a c'est quoi les gammes de prix ? Les boucles d'oreilles chez nous, ça oscille entre, on va dire, 80 et 200 euros. D'accord. Donc on peut se faire plaisir sans mettre en péril le budget du ménage. Oui. Et voilà. La bague que l'on a vue, noire et blanche. Il faut compter aux alentours de 150 euros, entre 130 et 200 euros. Voilà. Donc on a un panier, entre guillemets, bijoux créateur, qui est totalement normal, avec une différence quand même, et là encore on va me détester, mais j'aime bien, moi je fabrique à Paris. Voilà. Ça c'est dit. Et c'est quand même pas le cas des autres. Et voilà, et surtout que je peux le dire, puisque j'ai l'atelier sous les pieds, en dessous. Donc oui, avec toute une équipe, je le redis, on a l'impression d'être dans un atelier mais en place Vendôme ou au Faubourg, peu importe, mais on est dans un vrai atelier. C'est-à-dire qu'il y a des machines, j'ai vu les soudeurs, j'ai vu les petites mains qui faisaient avec accrocher les perles. Donc ça, c'est extraordinaire. J'ai vu ce mur de perles, de boîtes. Beaucoup de choses. Oh là là, mais quel bonheur. Mais vous n'avez pas tout vu. Vous n'avez pas vu nos réserves qui se trouvent au sous-sol. Parce que là, carrément, c'est un labyrinthe. Bon, donc ça, c'est vraiment un environnement d'atelier, de fabrication qui est ici. Ça explique aussi peut-être la valeur ajoutée que vous y mettez et que l'on voit. Oui, et puis je considère cet endroit comme une palette de peinture. On y prend les choses qu'on... Voilà, on est assez réactif en fait. C'est aussi une force. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas une grosse machine derrière nous. Enfin, la machine n'est pas légère, mais on n'a pas une grosse machine qui nous contraint trop. On peut réagir relativement rapidement et si tout à coup j'entends, parce qu'on est très à l'écoute de nos responsables de boutique,
que les clientes veulent des sautoirs en cristal de roche ou en perles. Ça peut être fait. Ça peut être fait de façon assez rapide parce que les ateliers sont à l'écoute et répondent rapidement. D'ailleurs, on a aussi des commandes spéciales très souvent de nos boutiques. Et c'est important de donner ce côté, ce lien avec la cliente qui sait qu'elle peut commander chez nous quelque chose dans les couleurs qu'elle souhaite. Ah, c'est extraordinaire. Ouais. Donc elle peut venir. Pas tout. Nous, je ne donne pas rendez-vous à l'atelier parce que sinon on serait dérangé tout le temps. Oui. Mais nous avons des médiateurs qui sont des responsables de boutique qui sur certains articles, pas sur tout bien sûr, sur certains articles peuvent proposer une gamme de couleurs. Nous avons 2 trappeurs de boucles d'oreilles ainsi que des sautoirs en pierre naturelle. On peut choisir en couleur. Ah, ça c'est extraordinaire. La clientèle française, elle est étrangère. Et je sais que à Bijurka, moi je vous ai vu avec des étrangers. Oui. Donc c'est des points de vente à l'étranger qui... Alors effectivement, nous avons 2 types de clientèle. Nous avons la clientèle de détail, entre guillemets, qui sont nos clients particulières, que nous avons le plaisir de recevoir dans nos écrans, dans nos boutiques écrans. Et puis nous diffusons la collection à travers les salons auprès de revendeurs qui sont des concept stores, des grands magasins, des petites boutiques de province. J'ai même des parfumeries, des coiffeurs, enfin il y a de tout. On n'est pas sectaire, au départ j'en voulais pas, mais en fait... En fin de compte, tout le monde aime, donc... C'est pas ça, c'est qu'il ne faut pas avoir d'idée très arrêtée. Pour moi, la parfumerie, c'était vraiment le truc, il fallait pas être, parce que je pensais qu'on y trouvait que des cochonneries. Mais en fait, j'ai vu des concepts de parfumerie en Italie, en Autriche, en Allemagne, où d'abord, il n'y a que des parfums de niche absolument merveilleux. Il y a des vitrines où ils sont dépositaires de la lique. Enfin, il y a des parfumeries, je ne sais pas si ça existe en France, mais il y a des parfumeries qui représentent l'art du parfum, qui est aussi du luxe, à l'étranger, et notamment les parfums français, qui sont absolument extraordinaires, et on a pu trouver notre place. Comme il y a des grands coiffeurs hein, qui sont merveilleux, qui ont une clientèle incroyable, et qui savent très très bien, une fois qu'ils ont fait une jolie coupe, placer une paire de boucles d'oreilles sur... Voilà, parce que ce sont des visagistes, et le bijou, c'est ça, c'est une ponctuation de la personnalité. Donc, c'est joli, ça, de dire ça. Bah, c'est ce que je dis depuis tout le temps, alors je me répète pour ceux qui m'ont déjà entendu, mais pour moi, c'est ça. C'est la ponctuation de la personnalité. C'est-à-dire, bon, la sauce sur le gâteau, si on veut. C'est la ponctuation de la personnalité. Moi, je trouve que c'est une belle expression. C'est Oui. un mot qui finit bien les choses, qui identifie bien. Parce que parurier n'est pas toujours facile, mais quand on dit qu'on ponctue, on accessoirise, c'est ça, en fin de compte. Moi, ce qui me fait plaisir, et puis c'est assez drôle, c'est que j'ai beaucoup de femmes, beaucoup de clientes que je connais, et qui me disent « je ne peux pas vivre sans vos bijoux ». Ah, ça, c'est une déclaration d'amour. Un peu, oui, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, parce que... Ça veut dire parce que je les croise parfois de façon inopinée, inattendue, etc. Et voilà. Je me sens toute nue sur une boucle d'oreille. Je ne peux pas être sans votre Alors, c'est collier. parce que vous habillez les femmes. Vous n'êtes pas simplement... elles se sentent bien, avec les bijoux qu'elles ont choisis chez nous, parce que ça correspond à leur personnalité. Au même titre que ça ne leur viendrait pas l'idée de sortir pas coiffé ou pas maquillé, par exemple. On comprend. Voilà. Après, je ne dis pas que les femmes qui ne se coiffent pas, qui ne se maquillent pas, qui ne portent pas de bijoux ne sont pas intéressantes. Ben, un peu quand même. Mais c'est dommage. Un peu quand même, mais bon. Mais c'est dommage. C'est un parti pris. On est d'accord, on est dans le parti pris. C'est dommage. Mais voilà. Mais quand on... Bon, j'ai un parti pris aussi. Quand je vois vos bijoux, je peux pas comprendre qu'on ne les aime pas. C'est ça. J'ai même, je peux pas citer des noms, mais j'ai quelques clientes, mais en fait elles sont assez nombreuses, qui achètent mes pièces et qui les portent pas. J'ai une cliente. Ah, extraordinaire. Ouais. C'est une collection? Oui. Elle achète Alors j'en ai une en France que je connais bien parce que je vais vous dire, je suis presque gêné, parce que je sais pas ce qu'elle en fait, mais ça me regarde pas, mais parce qu'elle achète des grosses pièces, vraiment. Et je sais qu'elle les porte pas. Alors, elle dit qu'elle n'a pas le physique. C'est pas complètement faux. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas si je devais la conseiller pour porter une pièce, c'est pas ce qu'elle achète que je lui conseillerais. Physiquement, ça ne peut pas. Alors donc c'est une collection. Donc elle les adore. Elle aime l'objet. Voilà. Et j'ai une autre cliente à laquelle je pense. Moi, j'en ai plusieurs comme ça. J'en ai une autre qui est en Suisse, je crois,
Elle, c'est dans des vitrines. J'en ai une en Allemagne aussi. J'en ai une au Japon. C'est dans des vitrines. Ah, là, on est dans le côté fan. Oui, mais c'est parce que, indépendamment, parce que moi, fan, bon. Moi, je suis discret, je suis pas en boutique, je parle pas de moi. Non, parce que quand je vous ai rencontré, c'était intimidant, mais vous êtes très en retrait. Oui, parce que c'est pas moi. Moi, je veux pas être. Je suis l'inverse du marketing produit. Je veux que ce soit l'objet qui parle, pas moi. Il y a des gens qui savent se vendre, eux, et qui font des choses que je trouve pas intéressantes. Mais qui savent en dire beaucoup, et qui savent mettre beaucoup de moi, c'est plastique l'inverse. autour, beaucoup de rubans. C'est peut-être pas très malin, mais c'est comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est que le produit parle. Et donc, en fait, c'est ça qui est amusant. Et quand je vois des femmes dans la rue avec mes bijoux, c'est ça pour moi, c'est le top, c'est la plénitude, parce que je me dis, c'est un objet de vie quotidien, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'on bosse. Qu'elle porte les objets au quotidien. Parce qu'on ne fait pas que des choses incroyables, avec des crocodiles et des salamandres qui font... Non, on fait 90% de bijoux pour le quotidien. Après, pour l'exceptionnel, pour la fête, voilà, il y en a, c'est sûr. Bien sûr, mais c'est comme ça qu'on vous repère un petit peu dans ces 10% de... Mais parce que c'est ce qu'on montre aussi. Alors, ça va. Dans les salons, dans nos vitrines, on met des choses qui accrochent l'œil, c'est normal. C'est l'affiche. Parfait. J'aimerais qu'on parle un petit peu de... J'ai compris un peu votre parcours. Je voudrais que vous me disiez plus, vous, comment vous fonctionnez dans votre livre, on parle beaucoup de cet atelier qui est comme une maison de couture. On parle de la création, de la couleur, on décline sur différents thèmes. J'aimerais que vous m'en parliez de ça. C'est assez variable et en même temps assez invariable. C'est-à-dire qu'il y a toujours une thématique qui m'anime. J'attaque assez rarement une collection sans thématique. Parfois elle est plus précise, parfois elle est plus décousue. Elle se construit au fur et à mesure. Comme je le disais, je fais 2 collections par an, principales, que je présente pendant la Fashion Week. Donc on est vraiment rythmé au rythme de la mode. Tout simplement parce qu'on a un calendrier d'acheteurs qui se présente à ce moment-là, et quand on veut vendre dans des grands magasins, aux États-Unis, au Japon, en Corée, etc., il y a des budgets qui sont à ce moment-là, et on essaie de rentrer à ce moment. Et chaque collection est composée de 10 à 14 thèmes, c'est variable, entre 10 et 15 thèmes. Bon, pour l'été prochain, je me suis pris très en avance, donc il y en a 17, me semble. C'est un peu lourd à gérer après pour mes équipes techniques. Et j'essaie de travailler sur des thématiques. Alors parfois, je les ai imposées au départ. Ça pouvait être les films célèbres, les femmes du cinéma. Ça pouvait être un voyage aussi. Quand je n'avais pas assez bougé, j'avais envie de voyager. Donc j'imaginais des destinations estivales paradisiaques, dans lesquelles je ne suis jamais allé. Mais du coup, c'est une façon de voyager. Ce qui est drôle, c'est que mes clients voyagent aussi avec les produits. Quand elles se partent de colliers de coquillages et de cristal et de turquoise, forcément, j'imagine qu'elles s'imaginent à Bora Bora. Mais même si elles n'y vont pas, je vais faire ma parenthèse. Et donc voilà, donc je travaille de cette façon-là. Et aujourd'hui, j'essaie de plus travailler sur quelque chose de concret, qui est la couleur, parce que c'est ce que je préfère au départ. Je pense qu'avant tout, je suis plutôt un coloriste, je sais ce que je préfère. Donc je travaille plus par couleur parce que je me suis dit, il y a quelque temps quand même, on était fait d'émotions et d'envie, et on avait envie de couleur. Ou pas, bien. Et quand on a envie d'un truc, on a envie de couleur. Et d'ailleurs, ça c'est la preuve qu'on va bien, je pense. Quand on n'a pas envie de couleur... Les années noires, du prêt-à-porter, tout ça, c'est bon, on l'a enterré, voilà. Oui, mais aujourd'hui, vous remarquerez que dans le monde du bijou, fantaisie, dans lequel il doit en principe s'exprimer plus de couleurs que dans le monde de la joaillerie, parce que dans la joaillerie, il y a beaucoup d'or, et on peut comprendre qu'il y a beaucoup de choses faites à base d'or, essentiellement. Mais dans le monde de la fantaisie aujourd'hui, il y a énormément de choses non colorées et de choses métalliques. Beaucoup d'or, etc. Et moi, je trouve que ce n'est pas un bon signe.
parce que ça veut dire qu'on se réduit et on devient un peu, je dirais, un peu sage et un peu passe-partout. Voilà. C'est dommage. Facile. Voilà. D'ailleurs, on le voit, on a quand même des clients qui nous disent qu'elles veulent acheter un truc qui va avec tout, qu'elles vont garder longtemps, enfin bon, bref. C'est la quadrature du cercle. Voilà. Comment acheter quelque chose qui va généralement, avec on leur tout, demande d'aller soit chez Agatha, soit chez Cartier, parce que ça dépend de leur budget. Ça va avec tout et ça se garde longtemps. Voilà. Non, c'est pas l'esprit de la maison. On a plutôt envie de faire des choses, non pas dont on se lasse, bien sûr, au contraire, mais qui soient fortes, même si les couleurs sont pas forcément flues. Mais il faut que ce soit intéressant. C'est dans ce domaine-là que je trouve que vous avez vraiment cette empreinte de maison de couture. On commence par une couleur et on décline, on le met dans différentes... Absolument. Et après, je crois que ma part d'artiste, elle rentre là, à ce moment-là, parce que ça fait quelques années que je laisse exprimer mes désirs personnels. Je devrais pas, peut-être, mais c'est pas moi qui les porte, les bijoux, mais je laisse exprimer mes désirs personnels, en fait. Et c'est vrai que j'ai plus envie aujourd'hui, en tout cas sur la future collection sur laquelle je commence à travailler, j'ai plus envie d'aller vers quelque chose d'abstrait, de contemporain, parce que j'en ai fait des kilomètres des fleurs, des oiseaux, des animaux, j'en peux plus. Oui, mais il y a un renouveau qui est nécessaire. Voilà, mais il y a un renouveau qui est nécessaire. Donc j'ai plus envie d'aller vers ça. C'est-à-dire que je pense que les thèmes vont s'exprimer de façon plus contemporaine, plus abstraite, etc. Ce qui, je le sais, va fatalement se terminer par le dernier thème, qui va être l'explosion du contraire. On sait, on va avoir un thème de... Mais tous les contraires sont pas un problème, certaines fois. Puis la création, c'est ça aussi. Et comme vous êtes l'instigateur, le créateur, l'étincelle de tout ça, il faut vous suivre et il faut suivre vos envies. Voilà, il ne faut pas être à côté, parce que c'est difficile de faire des collections quand on tombe à côté. Il faut aussi être dans ce que les gens veulent. Il faut savoir proposer le step au-dessus, c'est-à-dire provoquer un désir. Voilà. Je le sais parce qu'on a tous vécu dans ce métier-là des hauts, des bas, et quand on a l'impression d'être raisonnable et de faire du sûr, généralement on se plante. Enfin, moi je me plante. D'accord, la sécurité, le machin, le truc, ça marche pas chez moi. Le basique. Et les gens me disent, oui, d'accord, ok, mais enfin c'est pas vous. Ah oui, d'accord. C'est le piège, voilà. Ok. Voilà. Et je suis très admiratif des créateurs qui font toujours la même chose et qui s'en sortent, parce que moi je sais que je présente 2 fois une collection, a priori, si un thème fonctionne bien, que je décide de le recoloriser pour la saison d'après, c'est sûr que je ne le vends plus. D'accord, parce on me dira, ça vous l'avez déjà fait. Parfait. Voilà. D'accord. Ah oui, donc les clientes attendent énormément de vous. Franchement, c'est un stress. Ah oui, je comprends. Il y a une pression. Il y a une pression parce qu'en fait, tout tient sur mes épaules quand même un peu. Oui. On vend un produit qui est créé par moi. Le nom est partout, et l'identité. Donc et tout ça, ça fait vivre une équipe. Donc, j'ai pas le droit de me planter, en fait. C'est un peu difficile à vivre. C'est pas évident sur les épaules cette responsabilité de chef d'entreprise, de créateur, à tous les. Voilà. Tous les niveaux. Alors on essaie de pérenniser un peu la maison parce que je pense qu'elle a. Déjà, quand même. Oui, mais il faut quand même qu'on travaille à lui donner pour les années qui viennent des codes un tout petit peu plus identifiables sur certains sujets et certains objets. Voilà. Mais ça, je ne suis pas arrivé à le faire. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne suis pas arrivé à le faire jusqu'à présent. Je n'ai pas fait le chien d'Agatha. Je n'ai pas fait le Trinity Cartier. Je dis ça parce que tout le monde connaît. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est important pour la maison d'avoir quelque chose sur lequel... Oui. Mais comme on est parti dans tous les sens. Et moi, j'avais un président chez Cartier qui disait une chose, c'est qu'ils étaient un géant, aux pieds fragiles et aux pieds d'argile. Parce que d'avoir créé des maisons sur des basiques comme ça, que demandaient les clientes? On restait sur des basiques. Et encore à ce jour, on reste sur des basiques. Donc, et quand il y a quelque chose de nouveau, c'est pas facile. Non. Ça peut même être... déroutant. Voilà. Donc,
Est-ce que ça, c'est pas une mission qui est presque... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a trouvé la parade, si je puis dire, où c'est pas la forme ou l'identification dessinée de l'objet qui nous définit, mais plus son esprit, son humeur, son exubérance, son côté un peu ça, c'est hors autrement norme. intéressant. Voilà, bah oui. C'est-à-dire qu'en fait, les gens viennent chez nous parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver un collier un peu dingo. Et ça ne me fait pas plaisir quand je dis qu'il n'y en a pas ailleurs, parce que c'est vrai qu'il n'y en a plus ailleurs. Ah oui. Ou alors... Je vous explique pourquoi ça ne me fait pas plaisir. Quand il y en avait ailleurs, parce que moi j'aime bien la concurrence, quand il y en avait ailleurs, il y avait une stimulation et une visibilité aussi. Tandis que... On pouvait dire que dans un segment, voilà. Il y avait ce côté-là et puis un autre style. Et puis c'est vrai que même si les podiums des défilés s'ornent de choses fortes et visuelles, dans la rue ou dans les boutiques, elles n'y sont pas beaucoup. Donc c'est un peu dommage parce que du coup on est un peu des dinosaures quoi, dans notre coin. Et je pense que bon, les tendances ont toujours été comme ça, hein. Ça montait, ça descend, c'est tout ou rien, c'est le côté très capricieux de la mode. Et c'est aussi un côté, moi qui m'amuse avec du recul parce que j'en ai tellement vu. Et le côté très amnésique de la mode me fascine et m'amuse beaucoup parce qu'on est capable de ressortir des choses qu'on a déjà fait il y a 15 ans et les gens trouvent ça génial. Bon, bah tant mieux, hein. Moi, j'ai entendu dire que les années 2000 étaient les années vintage. Alors, j'ai trouvé ça un peu tôt, mais pourquoi pas? Oui, non, bien sûr. Non, mais là, on est encore très sur le 80-90 en ce moment. Hein. Non, mais c'est très bien. Moi, c'est mon cœur. On les a connus. On les a connus. On les a connus. On sait de quoi on parle. Personnellement, je sais faire. Donc, et puis, franchement, c'est indépendamment de ça, il y a de la matière, il y a de la surface, c'est rigolo, il y a de la couleur. Du style. Voilà. Et puis, pour riche. terminer cette conversation, si je puis dire, on ne fait pas des choses essentielles, quoi. Ça n'a aucun intérêt vital. Hein. Donc, autant que ce soit drôle. Autant que ce soit festif, autant que ça apporte une émotion, autant que ça apporte une réflexion. Si c'est pour se conformer et rentrer dans un carcan, à la limite, non, ça n'a pas d'intérêt. Autant faire autre chose. Je me suis souvent posé la question. Je me suis dit, quand j'étais jeune, hein, parce que j'arrête de me poser des questions, oui, tu fais rien d'essentiel, c'est pas comme ça que tu vas aider ton prochain. Non, c'est mon éducation. Mais en fait, c'est complètement faux. On voit toutes mes clientes qui sont super contentes et qui me disent je peux pas vivre sans vos book dry, mais je leur sauve la vie. C'est extra, quand même. Et puis toute mon équipe, elle est passionnée, et puis ils aiment ce qu'ils font, donc non, c'est pas... Et puis vous êtes passionné, et c'est ça qui est chouette aussi. Oui, mais sans parler que de moi, parce que j'aime bien m'exclure du truc quand même. C'est intéressant d'avoir un regard extérieur. Mais c'est bien de voir aussi avec ses clientes. Et moi, je trouve que vous avez créé ce lien-là, cette identité, cette chose-là. Et c'est ça peut-être. Ouais, et ça, c'est vraiment extrêmement agréable. Je ne vais pas être flagorneur, mais franchement, j'ai des lettres de clientes. Moi, j'ai vu des autographes signés par des clientes à vous. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je vous remercie des merveilles que vous faites. Oui, ça, c'est les stars, ça. Oui, bah bon, oui. Il y en a un peu, ça fait plaisir, ça flatte l'ego. Mais Madame Tout-le-Monde, elle est super importante pour moi parce que je sais que... par exemple, j'ai des clientes. J'ai une cliente, je pense que c'est une cliente peintre, qui est une artiste, et qui m'a dit qu'elle a changé sa conception de la couleur grâce à mes colliers. Je ne vois pas comment. Hein. Mais bon, admettons, donc je prends, prends, voilà. Donc c'est chouette. Alors, je pense qu'on va finir sur ces mots-là, parce qu'ils me plaisent bien. Je les trouve très chouettes. En plus, merci de cette rencontre. Mais je vous en prie, c'est toujours agréable d'échanger et d'essayer d'élever le débat sur ce sujet, parce que je pense que c'est un métier que les gens ne connaissent pas. Pour plusieurs raisons, parce qu'il est rare, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Et puis, parce que aujourd'hui, c'est un métier qui est, quand les gens pensent à la bijouterie fantaisie, en tout cas celle qu'on peut trouver dans les commerces, c'est une bijouterie industrielle. C'est ça aussi que je n'ai pas dit tout à l'heure et qu'il faut vraiment marteler. Donc c'est ça la grosse différence. On ne fait pas du bijou industriel chez nous. On fait un bijou qui est un bijou d'artisan, bien fait, d'une façon... pas minimaliste, mais et on sait produire des quantités. Mais on n'est pas industriel.
Donc, on ne travaille pas sur la réduction des coûts qui passe fatalement par des matières moins belles, une dorure qui ne tient pas, des perles qui s'épluchent, enfin tout ce qu'on n'aime pas, et qui font que, aujourd'hui, les gens peuvent encore dire « Ah non, non, moi, le toc, j'aime bien ce mot-là, c'est pas moi ». Et ça, c'est très franco-français. C'est très français même. Mais c'est pour ça que c'est de la bijouterie haute fantaisie. Oui, mais il n'y a pas d'autre mot. Par exemple, aux États-Unis, on dit costume jewelry, c'est le bijou du vêtement. Donc c'est une autre approche. C'est une approche, encore une fois, plus noble et à mon avis moins décomplexée. Je ne dis pas que les Américains ne sont pas snobs avec le bijou, mais beaucoup le sont. Mais je donne toujours l'exemple de Jackie Kennedy, qui était une femme qui avait tout ce qu'elle voulait, qui était gâtée, qui avait de très beaux bijoux, mais qui avait aussi ce fameux collier en boule de plastique là, de Kenneth Gelaine qui a fait les choux gras de Gérard Darrel, vous vous souvenez? Bon. Bien, j'ai bien ça dans l'œil. Voilà, qui était un bijou simple, de couleur, apporté de façon décontractée sur un chandail. Je dis chandail, c'est très désuet. Mais à l'époque... voilà. C'était ça. Bon. Cardigan, il y a cardigan aussi. Voilà. Mais en fait, c'est intéressant, et c'est socialement intéressant, parce que ça veut dire que cette femme, ce qui était important pour elle, c'était la façon dont elle le portait, le chic que ça dégageait. Et qu'importe que les boules aient été en plastique. Et c'est ça qui est intéressant. Et j'imagine que c'est ça qui est intéressant. Donc c'est la décomplexion. Et nous, en France, on dit bijouterie fantaisie, on dit le faux, on dit le toc, mais le faux quoi? La fausse création, ça n'existe pas. Il y en a ou il n'y en a pas, en revanche. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des bijoux en papier, en carton et en carton de bouillie, parce que personnellement, c'est pas des matières qui me parlent. Mais la création peut se faire avec des matières comme ça aussi, et c'est pas faux. Voilà. Et en fait, je pense que ça vient du 19e siècle, où c'est très bourgeois finalement, et c'est très vulgaire finalement. Vous pensez qu'à la valeur intrinsèque des choses. C'est assez vrai. Moi, dans votre livre, il y a une phrase qui m'a beaucoup plu. On finira avec celle-là. Elle vient de vous. C'est un jour, une femme est entrée dans la boutique, mais on est ressorti aussitôt en disant « Désolée, je ne porte pas de faux ». Oui, c'est vrai. Et ce à quoi vous avez répondu « Madame, mieux vaut un joli faux qu'un vilain vrai ». Ouais, oui, ça résume. C'est vrai, je me suis permis de dire ça, mais c'est pour ça que je ne vais plus en boutique et que mes responsables de boutique me mettent dehors parce que c'est vrai que c'est très désagréable d'être confronté tout à coup. Voilà. Mais la phrase est belle, et c'est tout votre environnement et toute votre atmosphère, c'est tout votre milieu aussi qui est comme ça. Ben oui, c'est vrai qu'une bague Pompadour, c'est pas excitant, quoi. Voilà. On est d'accord. D'accord. Bon, merci beaucoup en tout cas Mais merci à vous. Cette rencontre.